Nous sommes en Égypte, sur le plateau de Saqqara, un ancien nécropole de la capitale Memphis. Ici, sous le sable brûlant, se cache un mystère qui ne nécessite ni extraterrestre, ni laser, ni magie pour susciter une révérence sacrée. Il nécessite une compréhension des limites de la volonté humaine. Nous avons l'habitude de regarder les pyramides et de les voir comme le sommet de l'ingénierie égyptienne. Mais la véritable technologie effrayante par sa perfection est cachée non pas sous le soleil, mais sous la terre, dans l'obscurité profonde, étouffante et absolue. En 1850, l'archéologue français Auguste Mariette fit une découverte qui changea à jamais notre perception des capacités de l'homme ancien. Il découvrit le Sérapum, un labyrinthe souterrain taillé dans la roche continentale devenu le dernier refuge des dieux terrestres. À l'intérieur de ce bunker se trouvent des objets qui définissent notre compréhension de la physique de la logistique et de la patience 24 gigantesques sarcophages. Granit noir, diorite, basalte. Chacun pèse jusqu'à 100 tonnes, couvercle compris. Ils sont placés dans des niches étroites abaissées avec une précision chirurgicale. La surface de la pierre est polie jusqu'à un éclat miroir où vous pouvez voir votre reflet après 3000 ans. Pendant de nombreuses années, les amateurs de mystique ont crié à propos de technologies impossibles, de lasers et d'antigravité. Mais la vérité révélée par des historiens géologues et ingénieurs expérimentateurs est bien plus majestueuse, dramatique et terrifiante. Ce n'est pas de la magie. C'est de la sueur du sang des os brisés, une mathématique géniale et une foi absolue indéfectible. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et un abonnement seraient la meilleure reconnaissance. Merci. Nous commençons une enquête mondiale. Nous allons suivre le chemin de la pierre depuis la carrière de Philae jusqu'au souterrain de Saqqara, un trajet de 1000 km. Nous allons examiner la mécanique du déplacement des mégalithes sans roues. Nous découvrirons qui était le prince Haïmouaz et pourquoi il a consacré sa vie à ces taureaux morts. Nous dévoilerons la vérité sur ce qui se trouvait à l'intérieur des boîtes noires et pourquoi cela a choqué les premiers chercheurs plus que l'or. Préparez-vous. C'est l'histoire de la façon dont l'homme de l'âge du bronze a conquis de ses mains la pierre la plus dure de la terre. Notre enquête commence avec le drame personnel d'un. Le retour à la cryptographie des manuscrits pour la collection française. Mais l'accord échoue. Les moines refusent de vendre les livres. Mariette est désespéré. Il a de l'argent public mais pas de résultat. Revenir à Paris les mains vides signifierait ruiner sa carrière. Errant dans les sables de Saqqara, parmi les ruines de la pyramide, à degré de Djoser, il remarque un détail que des centaines d'autres voyageurs ont ignoré. Une tête de sphinx émerge d'une dune de sable, exactement du même style que celle qu'il a vue à Alexandrie. Dans l'esprit de Mariette refont surface les lignes du géographe antique Strabone, écrites en il y a 2000 ans. À Memphis, il y a un temple de Sérapis situé dans un endroit si sablonneux que les vents y entassent des dunes de sable sous lesquelles les sphinx sont parfois complètement, parfois à moitié ensevelis. C'était sa chance. Mariette prend un risque. Il commet un abus de fonction dépensant l'argent destiné aux manuscrits pour engager des ouvriers locaux. C'était un acte de désespoir et d'intuition génial. Ils commencent à creuser. C'est un travail infernal. Le vent emporte les fouilles plus vite que les gens ne peuvent jeter le sable. Mais Mariette ne renonce pas. Sous des tonnes de sable, le dromos, l'allée sacrée des processions, se révèle. Un sphinx. 2. 10. Au final, il y en avait 134. Et enfin, le 12 novembre 1851, les pelles frappent la maçonnerie. L'entrée. L'entrée dans le royaume souterrain. Lorsque Mariette y descend, il pénètre dans un monde qui dort depuis des milliers d'années. Des galeries taillées dans la roche calcaire vivante, des centaines de mètres de tunnels s'enfonçant dans l'obscurité. L'air est étouffant, chaud et plein de poussière. Les torches peinent à brûler. Et dans les chambres latérales, dans des niches creusées sous le niveau du sol, ils se tiennent là. Des monolithes noirs géants. Mariette travaille dans des conditions inhumaines. Les éboulements menacent de l'enterrer vivant. Les autorités locales tentent de confisquer les découvertes. Ses concurrents tissent des intrigues. Il vit dans une tente juste à côté de la fouille, protégeant sa découverte avec un revolver à la main. Il comprend qu'il n'est pas simplement face à un cimetière. C'est un monument d'une industrie de la mort colossale et monstrueuse. Pour comprendre pourquoi les gens se livraient volontairement à un travail forcé déplaçant des tonnes de pierres, il faut comprendre pour qui ils le faisaient. La pensée de l'Égyptien ancien différait de la nôtre. Pour eux, la mort n'était pas une fin, mais le début d'une véritable vie. Et les dieux vivaient parmi eux. Ce n'était pas de simples taureaux, c'était Apis en égyptien Hapi.
Pas simplement un animal sacré, mais une incarnation vivante, Balaam du Dieu créateur, le Ptah, le démiurge qui a créé le monde par la force de la pensée et de la parole. Plus tard, à l'époque des Ptolémées, le culte d'Apis est mêlé à celui d'Osiris, le maître du monde souterrain donnant naissance à une nouvelle divinité, Sérapis. Apis était unique, il ne pouvait y avoir qu'un seul taureau sacré à la fois dans tout l'Égypte. Les prêtres le cherchaient dans tout le pays examinant le bétail. Le taureau devait avoir des caractéristiques particulières, une sorte de code-barre divin. Un pelage noir, un triangle blanc sur le front, une tache en forme d'aigle ou de griffon sur le dos, des poils doubles sur la queue, et une excroissance en forme de scarabée sous la langue. Lorsqu'un tel veau était trouvé, cela devenait une fête nationale. Il était transporté à Memphis sur une barque dorée sur le Nil. Il était logé dans un palais spécial près du temple de Ptah. Il était nourri de grains de choix abreuvés de lait avec du miel et avait son propre harem de vaches. Il vivait comme un pharaon. Les gens venaient de le consulter pour des prédictions selon la gamelle de nourriture vers laquelle le taureau se dirigeait. Les prêtres jugeaient de la future récolte ou de l'issue d'une guerre. Mais les dieux dans les corps d'animaux meurent. La vie d'un taureau est de 15 à 20 ans. Et la mort d'Apis devenait une tragédie nationale. Tout l'Égypte plongeait dans le deuil. Les prêtres se rasaient d'un nez la tête, jeûnaient et pleuraient. Et c'est à ce moment que commençait la plus grande opération logistique et d'ingénierie de l'Antiquité. Le corps du dieu devait être préservé pour l'éternité. Pour un dieu pesant 1 tonne, il fallait une maison qui survive à l'éternité. Le bois pourrit. Le calcaire s'effrite. Seul le granit, la pierre de l'éternité, pouvait retenir la force divine et empêcher le chaos de la décomposition de s'échapper. Ainsi naissait l'idée du sarcophage en granit. Examinons le matériau. Ce n'est pas le calcaire local de Saqqara dont sont faites les pyramides et qui peut être découpé avec une simple scie en cuivre. Les sarcophages du Sérapum sont faits de roches magmatiques, granit rose, granodiorite, noir, basalte. Ce sont certaines des roches les plus dures de la planète. Le plus proche gisement de granit et de diorite de cette taille se trouve à Assouan, 900 km au sud, en amont du Nil. Sans fissure, extraire un bloc monolithique pesant environ 120 tonnes avec une marge pour le traitement et le polissage. Sans dynamite, sans marteau piqueur pneumatique, sans forêts en acier. Comment? La réponse a été trouvée par des archéologues directement dans les carrières d'Assouan près de l'obélisque inachevé. Des billets de dolérite. La dolérite est une pierre d'origine volcanique encore plus dure que le granit. Les ouvriers prenaient des billes pesant de 4 à 7 kg et les frappaient méthodiquement et rythmiquement contre le granit. Heure après heure, jour après jour, semaine après semaine. Le granit se réduisait en poussière millimètre par millimètre. C'était un travail infernal. Pour détacher le bloc de la roche, il fallait creuser des tranchées autour de lui. Des armées de travailleurs se trouvaient dans des nuages de poussière de pierre, dans des fissures étroites frappant pierre contre pierre. Les calculs montrent que pour tailler un tel bloc, il fallait des mois de travail continu de centaines de personnes. Ensuite, il fallait le transporter. 100 tonnes. Traîné jusqu'au bord du Nil, chargé sur une barge spéciale. Les anciens Égyptiens étaient des bâtisseurs de navires géniaux. Ils construisaient des embarcations capables de transporter des obélisques pesant 300 tonnes. Ils profitaient de la crue du Nil, amenaient la barge sous la charge ou construisaient des canaux. La barge parcourait presque 1000 km en aval jusqu'à Memphis. Et voilà la pierre à Saqqara. Elle est déchargée. Mais ce n'est que le début du cauchemar. Devant eux se trouve le désert et les souterrains. Maintenant commence la partie la plus complexe de l'opération. Les sarcophages se trouvent sous terre. Les sceptiques et les partisans des théories du complot demandent souvent comment ils ont pu traîner de telles machines dans des tunnels étroits où il est impossible de manœuvrer. Comment n'ont-ils pas suffoqué? La réponse réside dans la simplicité géniale, la connaissance des lois de la physique et l'organisation impeccable du travail. Les archéologues ont trouvé dans les couloirs du Sérapum des traces d'utilisation de portes en bois et de niches pour les poutres. Le premier secret, le sable et les patins. Ils n'utilisaient pas de roues. Un essieu en bois sous le poids de 100 tonnes se briserait instantanément et les roues s'enfonceraient dans le sol. Ils utilisaient dans racran des traîneaux, des plateformes en bois avec des patins incurvés. La route devant les traîneaux était renforcée avec des rails en bois ou simplement en compactant le sol. Ils utilisaient de l'eau. Une expérience de physicien de l'université d'Amsterdam a montré que si l'on arrose le sable devant les patins avec de l'eau dans le bon rapport, le sable devient plus facile à déplacer. Le deuxième secret, manœuvrer dans l'étroitesse. La galerie principale du Sérapum est large, mais les virages vers les chambres latérales posent problème.
Aux angles des tunnels, les archéologues ont trouvé des encoches spéciales dans les murs en pierre. Ce sont des niches pour installer des leviers d'angle et des mécanismes de rotation utilisant un système de poulies, de leviers et de rouleaux. Ils déplaçaient la machine centimètre par centimètre, la contournant littéralement dans l'espace confiné. Le troisième secret, descendre dans la niche. La solution la plus géniale. Le sarcophage se trouve dans une dépression dont le sol est inférieur au niveau du couloir d'1 mètre. Comment abaisser 100 tonnes sans les briser et sans blesser les ouvriers? Pas de grue. Les trossoirs. Les treuils peuvent ne pas supporter la traction. La réponse a été trouvée dans d'autres tombes égyptiennes, un élévateur hydraulique à sable. La niche où le sarcophage doit être placé était remplie de sable sec et propre jusqu'en haut. Le sarcophage était tiré directement sur ce coussin de sable. Il se retrouvait à l'endroit voulu, mais au-dessus du niveau du sol. Ensuite, à travers des orifices technologiques spéciaux en bas de la niche, ou simplement en enlevant soigneusement le sable sur les côtés, les ouvriers commençaient à retirer le support. Le sable est une liquide. Le sarcophage descendait lentement en douceur de manière contrôlée sous son propre poids à mesure que le sable diminuait. Millimètre par millimètre. Sans à-coups, sans choc. C'est une méthode absolument sûre, peu coûteuse et précise. Pas de magie. Juste la gravité et les propriétés des matériaux en vrac. Maintenant parlons du polissage et des angles parfaits que les historiens alternatifs aiment tant discuter. Christopher Dunn affirme que la précision du travail indique l'utilisation de machines. Mais l'archéologie expérimentale, les travaux de Denis Stocks, Mark Lehner et l'étude des artefacts inachevés prouvent que le contraire. La surface parfaite est atteinte non pas avec un laser mais par la méthode des 3 plaques et un polissage méditatif infini. Les Égyptiens utilisaient des abrasifs du sable de Quartz du désert et peut-être du corindon, de l'abrasif dont les gisements se trouvent sur l'île de Naxos et en Égypte même. La technologie de coupe, une scie en cuivre, une bande plate de cuivre, sans dents, plus de l'eau, plus de la poudre abrasive, plus de la pression. Le cuivre ici n'est qu'un guide, une matrice douce dans laquelle s'enfoncent les particules dures de l'abrasif. La pierre taille. La pierre. C'est lent, cela demande de la patience. La vitesse de coupe du granit avec une telle scie est d'environ 5 mm par heure. Mais si vous avez des centaines de travailleurs et des années devant vous, c'est réalisable. Le polissage, c'est des mois de travail avec des râpes en cuir et en pierre, avec des pattes de l'abrasif, le plus fin de la poussière de corne brûlée du quartz broyé. Et qu'en est-il des angles internes? C'est la partie la plus laborieuse. Des tubes en cuivre encore une fois avec de l'abrasif perçaient les angles créant des noyaux qui étaient ensuite brisés. Les poutres étaient enlevées avec des billes de dolérite et des ciseaux puis polies à la main avec de petits blocs. Oui, cela prenait des années. Mais ils avaient le temps. Le sarcophage pour Apis commençait à être préparé dès la naissance du taureau sacré ou même à l'avance par précaution. Les artisans avaient 15 à 20 ans de vie du taureau pour amener une boîte en pierre à la perfection. La précision qui nous étonne est le résultat non pas de technologies avancées au sens moderne, mais d'une motivation élevée. C'était un acte religieux. Faire quelque chose de mal, c'était offenser le dieu Ptah. Offenser un dieu, c'était rompre le Maat, l'ordre du monde. La violation du Maat pouvait entraîner la sécheresse, la famine, l'invasion d'ennemis. Le perfectionnisme était une question de sécurité nationale et de survie. Un rôle énorme dans la création du sérapum tel que nous le connaissons a été joué par une personne en particulier, Haïmouaz, le 4e fils du grand pharaon Ramsès II. Il était le grand prêtre de Ptah à Memphis. Les historiens l'appellent le premier égyptologue. Il ne se contentait pas de construire du nouveau, il étudiait et restaurait les anciens monuments de ses ancêtres qui, à son époque, étaient déjà en ruine depuis 1000 ans. C'est Haïmouaz qui ordonna de creuser les grandes galeries du sérapum. Avant lui, les taureaux étaient enterrés dans des tombes isolées. Haïmouaz créa un système de nécropole unique, une sorte de chaîne industrielle de l'éternité. Il systématisa le culte. Dans le sérapum, sa propre momie ou statue avec son nom a été trouvée, et les plus riches offrandes des masques en or des Outcheptis. Il voulait reposer à côté de ses dieux pour garantir sa renaissance. Sa passion pour l'histoire et l'ordre nous a offert ce monument. Mariette, en 1850, fit exploser l'un des sarcophages avec de la dynamite car il ne pouvait pas soulever le couvercle de 30 tonnes. Que trouva-t-il à l'intérieur? Le vide, une momie extraterrestre des rouleaux. Il trouva une masse visqueuse noire et nauséabonde de bitume dans laquelle étaient mélangés de petits fragments d'os de manière chaotique. Cela déçut de nombreux chasseurs de trésors de l'époque, mais cela fournit des informations inestimables aux scientifiques modernes. Le taureau sacré ne mourait pas toujours de sa belle mort dans le temple sur un lit moelleux.
Il pouvait mourir de maladie, son corps se gonflant. Il pouvait être déchiré par des animaux sauvages ou des crocodiles s'il était en pâture près de la rivière. En période de trouble, il pouvait être tué par des ennemis. Mais les Égyptiens ne pouvaient pas enterrer un dieu imparfait. Le corps devait être entier pour la résurrection, c'est pourquoi ils procédaient à une reconstruction. Ils rassemblaient les os restants. Ils créaient un squelette en bois, en roseau et en tissu. Ils le couvraient de résine et de bitume, donnant une forme de taureau à cette masse informe. Ils l'enveloppaient dans des bandelettes de lin précieuses, mettaient un masque en or et des cornes artificielles. Pour un Égyptien, l'important n'était pas la préservation physique de chaque cellule de chair biologique, mais la préservation de l'image et la création d'un réceptacle pour l'esprit Ka. Le gigantesque sarcophage en granit ne servait pas seulement de tombe, il était un réacteur de résurrection. Le granit était considéré comme la pierre de l'éternité, une pierre qui ne change pas. En scellant les restes même fragmentaires dans une boîte en granit hermétique, les prêtres garantissaient que le chaos de la décomposition ne s'échapperait pas et que l'essence divine d'Hapi passerait en toute sécurité dans le Duat, le monde souterrain, et s'unirait à Osiris, assurant la prospérité de l'Égypte. Le couvercle pesant 30 tonnes ajusté de telle sorte que l'air soit chassé créait un seau sous vide. C'était une conservation de haut niveau accessible à l'homme. Mais la découverte la plus informative du Sérapum du point de vue scientifique ne fut pas les caisses en granit, mais les stèles. Mariette trouva des milliers de tablettes votives et d'offrandes laissées par des pèlerins, des tailleurs de pierre et des prêtres dans les niches des murs. Ces stèles sont le disque dur de l'histoire de l'Égypte. Elles enregistrent les dates de vie de chaque taureau avec une précision quotidienne. Au 30 au 2e mois de la saison d'Aket, le 4e jour, sous le règne du pharaon Ramsès II Hapi, s'éleva vers les cieux. Il avait vécu 18 ans, 3 mois et 10 jours. Grâce à ces enregistrements, les historiens ont pu reconstituer la chronologie exacte de dynasties entières, précisant les années de règne des pharaons dont nous savions peu. Le Sérapum s'est révélé être non seulement un cimetière, mais aussi un archive d'État. Des enregistrements des dépenses y ont également été trouvés. Nous savons combien d'huile, de lin d'or et de grains étaient nécessaires pour les funérailles. C'était un fardeau économique gigantesque pour le pays. Les funérailles d'un taureau pouvaient coûter autant que le budget annuel d'une petite ville. Cela montre à quel point ce culte était important. Dans l'un des couloirs du Sérapum se trouve un sarcophage qui a été abandonné en chemin. Il n'est jamais arrivé à sa niche. C'est une preuve cruciale pour les ingénieurs. Il se trouve dans un passage étroit presque sans espace autour. Cela prouve que les sarcophages étaient traînés en entier. Ils ne les assemblaient pas sur place à partir de dalles comme on l'a parfois supposé. Sur ses côtés, des traces de traitement brut sont visibles. Il n'est pas poli. Cela signifie que le polissage final et l'application des inscriptions hiéroglyphiques étaient réalisés sur place dans la niche à la lumière vacillante des lampes à huile et des torches. Pensez-y. C'est un travail titanesque et pénible. Polir le granit le plus dur dans un nuage de poussière de pierre, dans un souterrain étouffant sans ventilation à une température de 30 degrés. Cela nécessitait des équipes de rotation travaillant 24 heures sur 24. Les poumons de ces travailleurs étaient probablement obstrués par la poussière de silice et ils mouraient jeunes. Ils ont sacrifié leur santé et leur vie pour l'éternité de Dieu. Pourquoi les souterrains? Pourquoi le granit? Le granit contient une grande quantité de quartz. Le quartz est un résonateur. Dans les conditions souterraines, dans l'espace confiné des tunnels, les caisses en granit résonnent à des fréquences basses. Si un groupe de prêtres commençait à chanter des hymnes rituels, le son se réfléchissant sur les murs et vibrant dans les caisses en granit vide ou semi-vidées créait un effet acoustique incroyable. L'infrason. Une vibration que l'on ressent non pas avec les oreilles mais avec la cage thoracique et les os. Cela plongeait les participants à la cérémonie dans un état modifié de conscience en transe. Cela créait une sensation physique de présence divine. L'obscurité, l'éclat scintillant de la pierre noire polie à la lumière des lampes, l'odeur enivrante de l'encens et le bourdonnement comme venant du centre même de la terre. Le Sérapum était une machine à produire une révérence sacrée. Les anciens Égyptiens étaient des maîtres non seulement de la pierre, mais aussi de la psychoacoustique et de la scénographie. Ils ne construisaient pas simplement des tombes, ils créaient une expérience religieuse destinée à bouleverser quiconque y descendait. Lorsque vous vous tenez devant une caisse noire de 100 tonnes dans un couloir étouffant de Saqqara, vous ne ressentez pas la présence d'extraterrestres ou d'Atlantes oubliés. Vous ressentez le poids incroyable de l'histoire humaine.
Le Sérapum est un monument non pas aux technologies, bien qu'elles soient magnifiques et respectables. C'est un monument à l'organisation, à la discipline et à la foi. Des milliers de personnes ont travaillé pendant des siècles comme un seul mécanisme harmonieux pour trouver tailler, transporter sur 1000 kilomètres, soulever, descendre sous terre, polir et cacher ces pierres. Ils ne cherchaient pas la facilité. Ils croyaient que la préservation du corps de ce taureau dépendait du lever du soleil de la crue du Nil et des récoltes. Cela dépendait de la vie de leurs enfants. C'est pourquoi ils ne ménageaient ni effort, ni or, ni vie. Aujourd'hui, nous les gens de la numérisation et du plastique regardons ces cercueils noirs avec perplexité. Nous cherchons des explications complexes des lasers et de la lévitation parce que nous avons oublié de comprendre la force d'une motivation simple mais absolue. Nous avons oublié de croire comme ils croyaient. Pour nous, ce n'est que du granit. Pour eux, c'était l'enveloppe de l'immortalité. Et en un sens, ils ont réussi. Les taureaux se sont depuis longtemps réduits en cendres, les noms des prêtres et des ouvriers sont oubliés. Mais les miroirs noirs du Sérapum demeurent intacts, reflétant la lumière de nos lampes électriques. Et ils resteront là pendant encore des milliers d'années. Un immense merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'à la fin. Votre soutien, vos likes et vos abonnements sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour rester informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.